Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, des réformes profondes sont engagées par le gouvernement béninois dans le secteur de la décentralisation. Quelle est l'ambition qui justifie ces réformes? Le secrétaire général, porte-parole du gouvernement, nous édifie. Wilfried Léandre Ngwedji était face à nos confrères de E-Télé. Il interviendra. L'Union progressiste affûte ses armes pour l'organisation de son premier congrès ordinaire. Le bureau politique de ce parti a communié avec ces militants de la Liborie. Ils ont été fixés sur les nouvelles directives. Et puis les admis du baccalauréat 2021 peuvent entrer en possession de leurs attestations de succès. La distribution de ce précieux sésame commence demain, lundi 4 octobre. Les services de l'Office du baccalauréat sont à pied d'œuvre. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On part directement pour la Liborie. L'Union progressiste prépare son premier congrès ordinaire. Le premier responsable de ce parti politique a rencontré les militants de la Liborie à Kandi. Ils ont été fixés sur les nouvelles directives. La rencontre a eu pour cadre la salle de la Maison des Jeunes de Kandi, Edmond Humbo et Enoch Nkwati. 2 ans après sa création, la direction exécutive de l'Union progressiste prépare activement son premier congrès ordinaire. À cette rencontre, plusieurs préoccupations sont abordées en vue de faire asseoir définitivement un parti politique, démocratique, exempt de toute critique. L'Union progressiste doit améliorer ses propres structures. Nous avons travaillé jusqu'à présent avec des structures provisoires et vous en connaissez les limites. Vous convenez avec moi que nous ne pouvons pas persévérer dans le provisoire. Nous avions espéré qu'au bout d'1 an après la création du parti, nous allions aller au Congrès et mettre en place des structures définitives. Nous n'avons pas pu le faire. Cette fois-ci, nous voudrions prendre toutes les dispositions, toutes les mesures, toutes les initiatives appropriées pour aller au Congrès, doter notre parti de textes démocratiquement adoptés, discutés à différents niveaux avec des responsables élus. Militants du premier grand parti politique à l'ère de la rupture, ils sont venus des 6 communes du département de la Liborie pour être entretenus sur les défis et perspectives de leur parti politique. Je voudrais donc inviter les militants à suivre attentivement les communications qui seront faites et à poser toutes les questions pour mieux cerner les enjeux. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous voulons une réunion de vérité. Il y a probablement parmi vous des gens qui sont très contents de la manière dont le parti est dirigé. Mais il y a sûrement parmi vous des gens qui ne sont pas contents de ça et qui voudraient dire ce qu'ils souhaitent pour que le parti soit mieux dirigé et mieux organisé. Dans les tout prochains jours, ces responsables de l'Union progressiste entendent échanger avec ces élus communaux en vue d'une meilleure appropriation des réformes structurelles qui sont intervenues dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Eh bien, au sortir de cette séance d'échange, Edmond Humbo et Enoch Nkwati ont tendu le micro à quelques militants de cette formation politique. On les suit. Sans les sections, sans les structures de base, je ne vois pas comment
nous allons présenter et représenter la commune au sein de ce congrès. Donc à partir de cet instant, je pense que c'est une obligation pour nous, une fois retournés, d'anticiper, nous mettre déjà en réflexion pour voir comment mettre en place des structures dignes de nom pour représenter la commune de Kari-Mama, et cela de façon démocratique. Aujourd'hui, à travers ce qui se dit, cela montre que notre parti est un parti dans lequel la démocratie interne est de mise. Et à travers cette démocratie interne, il y aura la mise en place des structures. Et notre commune, la commune de Banikwara, s'engage à travailler véritablement au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque village administratif, pour que les militants s'enregistrent et pour que les militants participent véritablement aux élections. Je dois dire que notre responsabilité est de tout faire pour que nos militants au niveau du département soient en règle, que ce soit au niveau des villages et quartiers de ville, à tous les niveaux. La première condition, c'est la carte. Parce que si vous n'avez pas la carte, vous ne pouvez pas élire et vous ne pouvez pas aussi être élu. Donc le rôle primordial, c'est de faire en sorte que tous les militants aient les cartes. Et c'est de préparer aussi les gens à ces élections-là. Puisque tout partira de la base. On va installer les bureaux de cellules au niveau des villages et quartiers de ville. Après, on va passer à la sous-section au niveau de l'arrondissement, à la section au niveau de la commune et puis à la fédération au niveau départemental. Mais tout va se jouer à la base. Passons à présent à cette interrogation. Quelle est l'ambition qui justifie la démarche du gouvernement de procéder à des réformes d'envergure de la décentralisation au Bénin? C'est entre autres une préoccupation majeure abordée par le secrétaire général porte-parole du gouvernement. Ce week-end, Wilfried Léandre Ngweji était face à nos confrères de E-Télé. On le suit. Depuis 2016, l'État central fait davantage d'efforts pour moderniser le pays, créer les conditions de base du développement intégral. Comment faire en sorte que le rythme qui s'observe aujourd'hui au niveau national se duplique au niveau communal, pour que nos compatriotes n'aient pas le sentiment que le train du développement est à 2 vitesses, qu'il va plus vite selon que l'on est dans les grandes villes, à Cotonou, Porto-Novo et Parakou, et qu'il va beaucoup moins vite quand on se retrouve dans les autres communes. C'est d'abord ce souci-là que le chef de l'État a eu, de dire notre rôle, c'est de créer les conditions minimales pour le développement intégral du pays, mais c'est aussi et surtout d'assurer le développement équilibré du territoire afin que les Béninois, où qu'ils se trouvent dans notre pays, puissent avoir accès à tous les services sociaux de base et qu'ils aient le sentiment de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre sans avoir besoin de s'exoder de leur commune vers d'autres communes. Avec le président Patrice Talon, c'est la méthode, c'est l'ordre et c'est la rigueur. C'est une question d'organisation. Depuis qu'il a pensé cette réforme, depuis qu'il a annoncé, les dispositions pratiques ont été prises pour la préparer. Ce que vous avez vu une semaine plus tôt avec les maires, c'était déjà l'antichambre de la décision finale. Aller présenter le projet de réforme, recueillir les observations. Et donc, il n'y a pas eu de précipitation, si c'est le sous-entendu. Il n'y a pas eu de précipitation. Tout a été millimétré dans le temps pour que cela aboutisse à l'adoption du 29 septembre dernier par le Conseil des ministres. Et maintenant, est-ce que effectivement les maires ont eu le temps de faire leurs observations? Au cours de la séance, ils avaient dit qu'ils se donnaient jusqu'au mardi 28 pour transmettre leurs observations. Effectivement, il y a eu une séance de travail entre la délégation de la NCB et le comité technique qui a préparé la réforme, sanctionné par un procès verbal, et à l'occasion, les maires ont eu la possibilité de soumettre leurs préoccupations qui ont été étudiées par le Conseil des ministres. Ce qui ne change pas, c'est que les maires sont élus dans les mêmes conditions que ce qui se fait jusque-là. Ce qui change, c'est que les maires ne sont plus ordonnateurs du budget de la commune. La réforme institue un secrétaire exécutif tiré au sort d'un fichier national et nommé par arrêté du maire et qui ensuite devient le chef de cette administration-là. Il gère le budget. Il nomme les secrétaires administratifs d'arrondissement. Le gouvernement n'a pas de doute que cela va prospérer.
Et quand ça aura prospéré, dans quelques années, à l'occasion d'un bilan d'étape, les maires eux-mêmes pourront vous dire que c'était bien pensé, c'était juste d'avoir fait ainsi. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cette clarification du porte-parole du gouvernement ce soir sur nos antennes. Échange entre le gouvernement et les syndicats, objectif discuter des doléances faites par les centrales syndicales et le patronat sur les sujets liés à la rentrée scolaire et de l'amélioration des conditions de vie des employés, aussi bien dans le secteur public que privé. Le ministre d'État en charge du gouvernement expose les décisions prises au sortir de cette session ordinaire de la Commission nationale de concertation et de négociation. Il est au micro de Axel Dancy et Mathieu Sokeno. Premièrement, en ce qui concerne les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire, au niveau des enseignements maternels et primaires, je veux noter que le virement des primes de rentrée des enseignants dans les différentes banques a été effectué. Au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, je veux noter l'organisation de l'accueil et de l'orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements à travers le développement d'une plateforme sur laquelle ces bacheliers se sont inscrits pour faire le choix de leur filière. Je note aussi le démarrage du processus de désignation des responsables aux hautes fonctions de direction des universités, des écoles et instituts. Ces travaux sont en cours et se termineront incessamment. Le deuxième point principal de nos discussions qui concerne donc l'examen des doléances des travailleurs reçus à l'occasion de la fête du travail le 1er mai 2021 a été le point principal qui a occupé nos travaux. Au niveau du secteur public, les doléances satisfaites se présentent ainsi qu'il suit: le paiement de rappel aux enseignants du primaire et du secondaire, la dotation des formations sanitaires en matériel adéquat pour permettre au personnel soignant de se protéger efficacement contre la Covid. Au niveau du secteur privé, les échanges ont porté essentiellement sur 3 points. Premièrement, donc, la ratification des conventions sur les travailleurs et travailleuses domestiques, sur l'inspection du travail dans l'agriculture et sur la politique de l'emploi. Deuxièmement, la hiérarchisation des salaires suite au relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, en 2014. Et troisièmement, le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti. On marque un arrêt à l'office du baccalauréat où les candidats admis au baccalauréat 2021 peuvent enfin retirer leurs attestations de succès. Au siège de l'office du baccalauréat, on met les dernières touches en ce qui concerne la constitution des plis par jury et des cantines à dispatcher dans les différents centres retenus pour la remise. Cette remise démarre le lundi 4 octobre 2021 sur l'ensemble du territoire béninois. Nous tenons cette information du directeur de l'office du baccalauréat qui rappelle aux bacheliers les différentes pièces dont ils doivent se munir pour entrer en possession de leurs attestations de succès. Alphonse Da Silva est au micro de Virgile Arodeillon et Bruno Rotepo. La remise des attestations va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 4 octobre jusqu'au samedi 9 octobre 2021, de 8h à 16h dans tous les départements du Bénin. Les impétrants sont invités à se rendre dans ces lieux de distribution munis des pièces ci-après. C'est très important. La photocopie du relevé de notes à présenter, la carte d'identité nationale ou le passeport en cours de validité, l'original de la quittance de versement de la somme de 5 000 francs CFA sur les comptes de l'office du baccalauréat. Je réitère mes félicitations aux nouveaux bacheliers qui ont fait un bon score cette année. Passons à ce rappel. Toutes les femmes béninoises, quelle que soit leur obédience ethnique, politique, religieuse et autres, sont concernées par les actions de promotion et de protection engagées par le président Patrice Talon, la présidente de l'Institut national de la femme, rassure de l'universalité de cette lutte. On le suit. La pertinence
de l'approche énoncée par le chef de l'État et que nous partageons totalement tient au fait qu'il s'agit d'une dynamique de restauration de la dignité féminine et non une quelconque révolution contre la gente masculine. Soyez-en convaincus. Nous sommes très touchés par la ferme volonté du chef de l'État publiquement exprimée de donner à l'Institut tous les moyens pour aller jusqu'au bout de cette noble et lourde mission qui nous est confiée. Nous ferons tout pour honorer cette confiance faite aux femmes béninoises. Il me paraît très important de marteler avec force et conviction que l'Institut national de la femme est au service de toutes les femmes béninoises, vraiment toutes les femmes, sans distinction d'appartenance politique, d'obédience religieuse, ethnique et régionaliste, sans parti pris. C'est une mission républicaine qui nous est confiée. Nous devons l'accomplir au profit de toute la République. Femmes béninoises, chères sœurs, quelle que soit ta position actuelle, ta situation socio-économique, ta catégorie professionnelle, l'Institut national de la femme est là pour toi. J'appelle mes sœurs béninoises à l'union sacrée autour de cette noble mission qui nous est confiée. Nous n'avons pas droit à l'échec. Nous avons une occasion en or de prouver de façon plus ferme que la femme béninoise est digne de confiance et qu'elle est capable de prouesses au même titre que l'homme. Autre actualité ce soir, le document portant stratégie de la constitution du premier bilan d'ouverture de l'État est au cœur des réflexions dans un centre hôtelier à Cotonou. Plusieurs cadres de la direction générale, du Trésor et de la comptabilité publique sont réunis autour du comité chargé de l'élaboration du dit document. Il est question au cours de ce conclave de procéder à sa validation pour accroître la qualité et la lisibilité des comptes de l'État. Le compte rendu de Renaud Akapo et Wenceslao Sawaimo. Le document, objet de cet atelier, porte les germes de la transparence dans la gestion des deniers publics. Il est au cœur des réformes budgétaires et comptables pour une bonne traçabilité et une meilleure lisibilité des comptes publics. Le bilan d'ouverture est une opération emblématique sur le plan de la qualité comptable. Le bilan d'ouverture a pour objectif de donner une nouvelle vision enrichie et finalisée de la situation financière et patrimoniale de l'État, du fait de l'application du nouveau référentiel comptable. Les enjeux majeurs de la confection de ce bilan sont d'abord d'accroître la qualité et la lisibilité des comptes de l'État, de professionnaliser ensuite la gestion patrimoniale et enfin d'optimiser la gestion publique. Toutes les étapes à franchir pour parvenir au premier bilan d'ouverture des comptes publics dès le 1er janvier prochain seront passées en revue au cours de cet atelier. La mise en place d'une nouvelle comptabilité inspirée de celle des entreprises vise à garantir la transparence de la situation financière de l'État et à favoriser la recherche de la performance. S'inscrivant dans cette démarche, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique met les bouchées doubles pour élaborer le document portant stratégie de construction du premier bilan d'ouverture de l'État en vue de basculer en comptabilité d'exercice à partir du 1er janvier 2022. Le présent atelier auquel vous êtes invité consacrera la validation du dit document. Je voudrais donc inviter l'ensemble des participants à s'engager pleinement au cours de ces travaux pour faire de cet atelier une réussite en formulant des observations ou des recommandations aux fins d'améliorer le présent document qui servira de levier pour l'élaboration du dit bilan. L'innovation majeure induite par cette réforme est le passage d'une logique de moyens à l'obligation de résultats. C'est donc un pas de plus dans la quête de l'efficacité au niveau des comptes publics. Le compte-rendu de Renaud Akapo présenté par Stanislas Limpon. Le secteur de la microfinance face aux défis technologiques. Comment rendre le système financier décentralisé beaucoup plus performant? Les acteurs du secteur se sont réunis à Cotonou pour réfléchir à la question précieuse à Kouéhoun.
Malgré les performances déjà enregistrées dans le secteur de la microfinance, les acteurs continuent de se mobiliser pour maintenir le cap. L'objectif aujourd'hui, adapter les systèmes financiers décentralisés aux technologies modernes. Le Comité national de microfinance a jugé nécessaire de fédérer les énergies des différents acteurs autour de la question. C'est pourquoi il a choisi de réunir les acteurs à travers cet atelier dont l'objectif est de contribuer à la production d'une information financière fiable au niveau des SFD à travers maintenant la mise en place d'un système d'information et de gestion efficace. Les technologies de l'information et de la communication seront mises à contribution pour améliorer la qualité de l'information produite par les systèmes financiers décentralisés. Le secteur de la microfinance du Bénin est en pleine croissance et elle est affectée aussi par les grandes mutations technologiques de notre époque, mutations auxquelles il doit s'adapter. Et là, c'est un vrai challenge. L'équipe de technologie du projet ADAPAMI a d'ailleurs été mandatée pour partager à travers une courte communication notre expérience sur le sujet afin d'alimenter les échanges. Faire de l'inclusion financière un levier de développement socio-économique, telle est l'ambition du gouvernement. Et cet atelier se tient dans cette dynamique. Voyons à présent ce sujet qui intéresse le grand nombre, alimentation des enfants. De quoi faut-il remplir l'assiette des tout-petits? Cette question d'apparence anodine se révèle quelquefois un véritable casse-tête pour les parents, mais aussi pour le personnel des établissements en charge de garder les enfants en bas âge. Pour chercher réponse à cette question, Nicanor Kovi s'est lancé sur les pas de 3 nutritionnistes invités à analyser l'offre alimentaire d'une garderie. Suivez le reportage. C'est l'heure du repas dans cette garderie. Coquillettes et boulettes de viande au menu, promesse d'une régalade qui ne rate pas. Ce matin, les enfants ont de la visite. La directrice a invité des nutritionnistes pour analyser l'offre alimentaire de son établissement. J'ai trouvé assez impressionnant d'avoir un repas qui est très bien équilibré. Donc, il y avait tous les groupes d'aliments qu'on veut. On avait de la viande, on avait des féculents, donc des pâtes. On avait des légumes de 2 couleurs différentes, des petits pois et des carottes. Il y a de l'eau aussi à côté et les enfants s'hydratent super bien. À repas équilibré, inspection passée haut la main par la garderie. Mais en termes de nutrition, le mieux faire est la règle de ces professionnels. Pour les légumes, il y a certains enfants qui refusent. Donc nous, on lui a proposé ensemble avec mes collègues comment améliorer, changer un peu les textures de certains aliments, en particulier les légumes. Changer la façon de les cuire, également apporter le jeu avec les aliments en dehors des repas. Ne serait-ce que jouer avec des aliments en plastique, faire des dessins avec des aliments, poser des questions d'où proviennent les aliments, montrer des photos et tout ça. Un peu plus de légumes, mais pourquoi en faut-il autant pour les tout-petits? C'est des aliments qui sont importants, qui sont riches en minéraux, qui sont riches en vitamines, qui viennent compléter l'alimentation de base. Ici, certaines choses vont désormais changer. Et c'est la directrice qui le dit. Déjà, les soirs, j'essayais de leur donner que des compotes avec des yaourts. Mais là, ils m'ont dit, on peut aussi varier ça. Ça ne peut pas être seulement des compotes et des yaourts, quoi. Donc, il y aura des fruits de salade de fruits et autres. Diriez-vous que vous avez eu raison de faire venir des nutritionnistes aujourd'hui? Ah oui, j'en avais vraiment besoin. La quête perpétuelle des nutritionnistes, c'est faire de nos plats nos premiers médicaments. Et dans cette garderie, le passage des 3 invités du jour fait lever un jour nouveau dans l'assiette de ces bouts de chou. Voyons cette autre problématique. Elle n'a pas de symptômes apparents, mais elle peut être préjudiciable pour sa victime, l'hypertension artérielle ou haute pression sanguine en tête des maladies cardiovasculaires.
peut avoir des complications chez la femme enceinte lorsque le suivi n'est pas rigoureux. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Christelle Tongodo et Ginus Settangi. 3 adultes sur 5 au Bénin sont hypertendus. L'hypertension artérielle, chef de file des maladies cardiovasculaires, est une cohorte de souffrance et de mortalité chez les sujets hypertendus et surtout chez les femmes enceintes chez qui le traitement nécessite un suivi régulier. Chaque fois qu'une femme hypertendue connue va se retrouver enceinte, il faudra un suivi particulier. Les médicaments qui sont utilisés pour le traitement de l'hypertension classiquement chez le sujet adulte ne passent pas tous chez la femme enceinte. Je me retrouve enceinte alors que j'étais hypertendu. Je dis à mon gynéco, docteur, attention, je te rappelle que je prenais tel traitement. Comment je fais maintenant? Le gynéco peut vous modifier votre traitement. Il peut vous envoyer également chez un cardiologue qui va modifier votre traitement avec des produits qui pourront passer et chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Mais il faut savoir également que une femme qui n'était pas connue hypertendue, au cours de sa grossesse, peut développer une hypertension. D'où la nécessité à chaque consultation prénatale d'avoir un contrôle de tension artérielle. On peut prévenir l'hypertension en agissant sur ces facteurs de risque. Je pense qu'il faut faire en sorte de corriger l'alimentation. Je fais l'effort de manger moins gras. Je fais l'effort de manger moins salé. Je fais l'effort de trouver les moments où je dois manger. Je peux manger le matin, je peux manger à midi, le soir, très peu, tôt, voire pas du tout. C'est important. J'insiste sur les fruits et les légumes. Et je fais l'effort d'avoir une activité physique. Tout le monde peut avoir accès à un traitement. Les traitements existent et contrairement à ce qui est dit, le traitement de l'hypertension ne coûte pas du tout cher. Pas du tout. L'hypertension n'est pas une personne. Cette maladie silencieuse mortelle peut être évitée. Il faut donc éviter l'hypertension par un suivi rigoureux. L'université d'Abomey-Calavi vient d'enregistrer un nouveau docteur en droit public. Son nom, Bernice Banibat. Nous le voici. Ses travaux portent sur la problématique de la protection des droits de l'homme à travers les interventions du Fonds des Nations Unies pour la population. Retour sur les temps forts de cette soutenance avec Stanislas Limpon. Bernice Baniba Nounegbessi, faite docteur de l'université d'Abomey-Calavi. La lauréate a travaillé pendant des années sur les interventions du Fonds des Nations Unies pour la population. Selon ses recherches, une agence des Nations Unies peut bien, dans le souci de réussir sa mission, s'occuper également des droits de l'homme. L'UNFPA vient pour résoudre les problèmes de population et pour cela, il faut que les droits soient protégés. Mais quel impact ces interventions ont dans le pays? Est-ce que les droits sont protégés réellement? Alors que nous savons tout ce qui se passe dans nos pays. Tout dépend de l'état de droit dans les pays. Bernice Baniba Nounegbessi, fonctionnaire du système des Nations Unies, a pris comme espace de ses recherches le Bénin et le Ghana, 2 pays de l'Afrique de l'Ouest bénéficiant des programmes du Fonds des Nations Unies pour la population. Les résultats de ces études, rédigées sur plus de 600 pages, convainquent les 5 examinateurs venus du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Vous avez présenté un travail de qualité. Le jury m'a à l'unanimité instruit de vous féliciter et de vous dire que si l'université n'avait pas interdit les mentions, que vous aurez été élevé en docteur en droit public avec la mention très honorable. Votre thèse, en définitive, on peut l'inscrire dans ce qu'on peut appeler le droit des organisations internationales. Parce que vous avez étudié les organisations internationales. Je voulais féliciter le ministre François Nounegbessi pour son courage et sa disponibilité. Parce que quand il faut faire des corrections, on fait des corrections et après, il ramène sa femme à Cotonou. C'est pas aussi facile. Il me semble que d'autres hommes auraient déjà mis fin à cette aventure. Le droit public international et la politique d'aide internationale sont entre autres problématiques
que l'IMP30 a abordé dans sa thèse. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bonne semaine à tous et à toutes.